Cool. Donc, je pense que je vais commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je vous souhaite la bienvenue à la série de webinaires Cœur et AVC présente. Aujourd'hui, dans le cadre du Mois du Cœur, notre webinaire s'intitule Faire entendre sa voix, accroître l'équité en matière de soins pour les femmes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Mon nom, c'est Christine Faubert. Je suis directrice équité en matière de santé et impact de la mission pour Cœur et AVC. Puis ça me fait plaisir d'être la modératrice aujourd'hui pour toute la durée du webinaire. Donc, avant de commencer, on voulait juste d'abord reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels on se trouve aujourd'hui. On sait qu'on se réunit tous de façon virtuelle, donc on est un petit peu partout à travers le pays, mais je voulais quand même prendre le temps là, de réaffirmer notre engagement puis notre responsabilité envers les peuples autochtones, puis d'améliorer les relations avec les différentes nations pour mieux comprendre, puis aussi travailler avec les peuples autochtones locaux et leur culture. D'un océan à l'autre, j'aimerais reconnaître les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, les Métis et les Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Donc, merci encore d'être avec nous. Avant de débuter aussi, je vais aussi juste transmettre quelques informations techniques là, avant qu'on démarre. Donc, vous devriez présentement être en mesure là, d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, juste que vous sachiez, votre micro va être désactivé pendant le webinaire. À la fin, on va avoir une période de questions. On va essayer de garder environ 5 à 10 minutes pour les questions. Donc, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Puis une fois que les conférencières auront terminé leur présentation, je vais pouvoir les poser. Aussi, veuillez noter que le webinaire est enregistré, puis il va être disponible en ligne après l'événement sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC, puis sur notre site web des pratiques optimales des soins de l'AVC. Puis ensuite, plutôt enfin, à la fin du webinaire, il va y avoir un court sondage qui va apparaître à votre écran. Puis on va vous inviter là, à remplir une évaluation qui vous donnera accès à votre certificat de participation. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, juste un rappel, on a 3 objectifs d'apprentissage aujourd'hui avec le webinaire. Premièrement, on aimerait vraiment permettre de décrire la situation actuelle puis le contexte historique des difficultés que rencontrent les femmes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC lorsqu'elles cherchent à obtenir des soins. Donc, ça, c'est notre premier objectif. On va ensuite discuter des mesures que peuvent prendre les professionnels de santé pour faire preuve d'équité quant au sexe et au genre. Puis, on souhaite aussi discuter ou en fait avoir un peu plus d'informations sur les genres de stratégies pratiques que les professionnels de la santé peuvent utiliser, puis aussi pour donner du pouvoir aux femmes qui vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC pour accroître l'équité en matière de soins et améliorer les résultats en santé au niveau des femmes. Donc, voici nos 3 objectifs d'apprentissage pour le webinaire. Ça me fait vraiment plaisir pour moi d'introduire nos 3 conférencières avec nous aujourd'hui. Donc, on va discuter avec la docteure Jessica Forcillo. Madame Forcillo, elle est chirurgienne cardiaque au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc au CHUM, et aussi cofondatrice du Centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme, CardioF, au CHUM. On a aussi le plaisir d'être avec Dr. Louise Pilote, qui est directrice associée à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, professeure de médecine et titulaire de la distinguée chaire James McGill à la division de médecine interne générale. Puis, on a vraiment la chance d'être aussi accompagnée par Mme Suzy Rochefort, qui est une personne ayant une expérience vécue d'une maladie du cœur, puis plus précisément qui a eu un infarctus qui n'a pas été diagnostiqué au départ, puis elle a subi un pontage par la suite. Donc, Mme Rochefort va nous raconter ou nous partager son expérience par rapport à ça. Donc, je remercie à l'avance nos 3 conférencières aujourd'hui qui prennent le temps, dans le cadre de leur fonction et des activités, de se libérer là, pour partager leur expérience puis leur connaissance avec nous tous. Donc, on va commencer avec notre première conférencière. Donc, j'inviterai Dr. Jessica Forcillo à venir à l'écran avec moi. Je pense qu'elle est déjà là. Bonjour, Jessica. Bonjour, donc, bonjour, laissez-moi juste vous présenter rapidement. Donc, Dr. Forcillo a fait ses études en médecine et en chirurgie cardiaque à l'Université de Montréal. Elle s'est ensuite surspécialisée en thérapie valvulaire et aortique par cathéter à Emory University Hospitals à Atlanta. Ses champs de pratique sont la chirurgie de l'aorte complexe et de la racine et les procédures valvulaires chirurgicales et par cathéter.
Elle a également un grand intérêt en santé cardiovasculaire de la femme et elle est une des cofondatrices de la clinique de santé cardiovasculaire de la femme au CHUM. Donc, Dr Forcillo est également chercheur là, au CHUM. Donc, bienvenue, Dr Forcillo, et puis je vous laisse la parole. Merci, c'est très gentil. Merci de l'invitation. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler des inéquités, de mieux comprendre aussi ce qu'est la maladie cardiovasculaire au féminin. Alors, sans plus tarder, j'ai aucun conflit d'intérêt relié à cette présentation. Alors, quelles sont les différences basées sur le sexe en maladie cardiovasculaire? Alors, c'est vrai qu'il faut dire, premièrement, que nous ne sommes pas des hommes de petite taille. Il y a véritablement des différences biologiques entre les sexes et elles ne sont pas toutes évidentes. Quand un cœur est en santé, il n'y a pas tant de différence que ça, mais c'est une fois que le cœur devient malade que ces différences-là peuvent se manifester et également en défaveur des femmes. Alors, malheureusement, encore, trop de femmes meurent parce que la différence entre le cœur des femmes et celui des hommes n'est pas entièrement comprise. Et ces lacunes en termes de reconnaissance diagnostique, traitement, prévention et recherche coûtent encore la vie de plusieurs femmes. Donc, si je peux vous nommer quelques statistiques, il y a une Canadienne sur 3 qui présente une maladie cardiovasculaire. La maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de décès prématuré chez la femme. Les femmes sont 5 fois plus à risque de mourir d'une maladie du cœur que du cancer du sein. Et les femmes sont plus susceptibles que les hommes à décéder dans l'année qui suit une crise cardiaque. Alors, les messages clés de cette présentation-là, ici, j'ai mis une image là, des rôles multiples de la femme. C'est sûr que l'incidence de la maladie cardiovasculaire s'est développée au cours des 30 dernières années avec la modernisation de la femme. Et c'est important de dire que tout au long d'une trajectoire de vie d'une femme, et on va en parler un petit peu plus tard, elles ont leurs propres facteurs de risque qui sont différents de ceux des hommes. Et l'éducation par rapport à la maladie cardiaque au féminin, c'est primordial. Alors, pourquoi on en sait si peu? Parce qu'initialement, la santé de la femme était définie par l'approche du bikini. Donc, la communauté médicale définissait la santé de la femme par le système reproducteur et les seins uniquement, en ignorant quasiment totalement le reste des organes, si on veut. Mais il faut faire attention aux autres aspects là, parce que la femme traverse des épisodes en fait dans sa vie qui sont différentes de celles des hommes, soit la ménarche, les traitements de fertilité, la grossesse, qui est la première grosse épreuve de stress, où on peut développer des complications comme la prééclampsie ou le diabète gestationnel, la ménopause par la suite, l'hormonothérapie ou de la chimio, de la radio là, pour des cancers spécifiques, dont cancer du sein, cancer de l'endomètre, de l'utérus. Ce qu'on sait également, c'est que certains facteurs de risque qui sont propres aux hommes et aux femmes, tels le diabète, l'hypertension, le tabagisme, ont plus de chances de développer, là, quand une femme a ça, plus de chances de développer des complications versus un homme. Donc, le poids des facteurs de risque qui sont aussi traditionnels peut être plus important chez la femme. Et justement, il faut s'intéresser aux facteurs de risque qu'on appelle, là, au bas de votre écran, non traditionnels, car ceux-ci ont été démontrés être associés justement à la survenue de maladies cardiovasculaires dans le futur. Alors, je présente Maryse ici, qui est une de mes patientes. Maryse partage son histoire. Elle est ambassadrice pour la clinique CardioF également. Elle est très, très active là, pour justement éduquer et sensibiliser les gens. Donc, Maryse, à 37 ans, a développé un cancer au niveau du médiastin. Elle a reçu de la chimio, de la radiothérapie. Par la suite, développe des symptômes de fatigue et d'essoufflement à l'âge de 44 ans. Consulte durant 1 an sans succès et finalement, une écho cardiaque est faite et on découvre que ces traitements pour le cancer ont endommagé 2 de ses valves cardiaques et elle a dû subir une chirurgie cardiaque pour le remplacement de ces 2 valves. Donc, Maryse est un exemple de femme qui a eu un facteur de risque qui était non traditionnel, donc sa chimio, sa radiothérapie, qui a résulté justement à la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est important justement de penser qu'il peut y avoir des causes, malgré que c'est une femme en bonne santé, 44 ans. Son diagnostic a été là, justement fait tardivement de par, encore une fois, une méconnaissance. Donc, le poids et l'impact de certains facteurs de risque est plus grand chez la femme, comme j'avais commencé à le dire. Certains facteurs de risque habituels augmentent le risque de maladie du cœur ou d'AVC tant chez les hommes que chez les femmes et ont une incidence accrue sur ces dernières, notamment le tabagisme, l'hypertension, le diabète, l'obésité, la sédentarité et la dépression.
Les femmes qui souffrent d'hypertension pendant la grossesse sont 2 fois plus susceptibles de développer une maladie du cœur ou un AVC et 2 fois plus susceptibles de mourir prématurément d'une maladie cardiovasculaire avant l'âge de 70 ans. Les femmes qui souffrent d'hypertension pendant la grossesse sont 4 fois plus susceptibles de développer de l'hypertension plus tard dans leur vie et elles sont aussi 2 fois plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque. Et le taux d'estrogène diminue pendant la ménopause. Les risques de maladies du cœur, eux, augmentent et l'hormonothérapie substitutive peut également augmenter les risques en contrepartie. Et en vieillissant, les femmes présentent des facteurs de risque cardiovasculaire plus rapidement que les hommes. Et il y a d'autres facteurs de risque là, qui seront discutés là, par rapport au genre par Dr. Pilote un peu plus tard lors de ce webinaire. Je vais juste revenir sur ma slide, ma diapositive précédente, là, de dire aussi, de plus les femmes gagnent, bon, ils ont des statuts socio-économiques qui sont parfois plus faibles ils assument davantage de responsabilités également, là, et ils ont tendance à faire... à prioriser la santé de leur famille avant la leur. Et souvent, là, pourquoi c'est plus difficile, c'est qu'ils ont plus de difficultés à défendre leurs propres intérêts. Donc, c'est important d'éduquer les femmes, de dire s'il y a quelque chose qui va pas, puis on va voir les différences dans les symptômes entre les hommes et les femmes qui peuvent être différents, justement, là, faut vraiment écouter leur corps, puis s'écouter, puis de dire s'il y a quelque chose qui va pas, ben, ne pas hésiter à consulter. Donc, par rapport aux symptômes, les hommes là, ont ce que j'appelle la présentation hollywoodienne là, de la douleur dans la poitrine qui radie au bras, au cou et qui peut être accompagnée également d'un essoufflement. Donc, quand ils se présentent dans une urgence, ça peut être plus facile aussi de faire le diagnostic de par la présentation. Parfois, on dit que les femmes auraient la même douleur thoracique, mais c'est l'expression de la douleur qui peut être différente et plus sournoise. Et c'est souvent accompagné de symptômes qui peuvent confondre le diagnostic. Donc, elles vont avoir une douleur, mais qui va être accompagnée avec la fatigue, des nausées, des bouffées de chaleur, c'est des engourdissements, c'est des brûlures, c'est des pesanteurs. Donc, souvent, une des raisons pourquoi le diagnostic n'est pas fait immédiatement, c'est parce qu'il peut y avoir des phénomènes qui sont, ou des symptômes qui sont confondants. Par rapport au diagnostic, il peut être retardé, d'où la différence entre les résultats cliniques et la moins bonne évolution des femmes. Et ça peut être justement par la non-reconnaissance. Il y a des mécanismes de présentation qui sont différents, qu'on va discuter, et d'une présentation qui sont différentes entre les hommes et les femmes, ce qui peut expliquer pourquoi les femmes continuent de mourir plus que les hommes après un événement. Donc, si je vous montre ici, ça, c'est l'image d'une coronarographie. Donc, c'est un examen pour colorier, opacifier les artères du cœur en injectant un produit de contraste. Donc, ici, c'est un homme qui a fait un infarctus. On peut voir le rétrécissement de l'artère, donc il peut être causé par une obstruction, par une plaque de cholestérol. Par contre, la femme ici, on voit une coronarographie qui est totalement normale. Cependant, les deux ont un diagnostic d'infarctus. Cette femme-là a un diagnostic d'infarctus, mais avec des coronaires normales. Donc, souvent, ça peut passer inaperçu également. Pourquoi ça peut passer inaperçu? Parce que les mécanismes de l'infarctus peuvent être différents. C'est pas souvent, le plus fréquemment, il va y avoir une obstruction avec une plaque, mais ce qui est typique aux femmes, c'est des infarctus sans lésions obstructives qui peuvent être causés soit par des spasmes, par des déchirures du vaisseau ou tout simplement par une cardiomyopathie, un infarctus qui peut être causé par le stress, qu'on appelle le syndrome du cœur brisé ou le Takotsubo. Pour ce qui est des infarctus sans lésion obstructive, sans blocage, les femmes vont arriver avec des biomarqueurs qui sont positifs, donc des prélèvements sanguins qui démontrent que la femme est en train de faire un infarctus. Il y a donc une évidence clinique d'un infarctus, peut-être pas avec des symptômes accompagnateurs en soi ou des symptômes qui sont peut-être atypiques. Cependant, lorsqu'on fait l'examen, il y a des lésions qui sont non significatives. Puis il faut exclure d'autres causes cardiaques et non cardiaques qui pourraient faire augmenter justement ces biomarqueurs-là. Donc, le diagnostic peut également être retardé de par ça. Par rapport aux déchirures, là, c'est un petit peu moins fréquent, 0,5 à 4 des infarctus, 43 des infarctus qui sont associés avec la grossesse. C'est la déchirure, justement, de la paroi la plus interne de l'artère qui peut être associée à d'autres maladies. Et cependant, ces femmes-là se présentent avec des infarctus du myocarde.
On peut faire des investigations complémentaires. La guérison est observée dans la majorité des cas. 14% nécessiteront une revascularisation urgente pendant l'hospitalisation. Il y a des complications, par contre, là, de traiter ces maladies-là avec des stents et il y a des hauts taux de récidive par rapport à cette pathologie-là. Ici, c'est la cardiomyopathie de stress. On appelle Takotsubo, qui veut dire un piège à pieuvre, là, de par son apparence, qui peut être diagnostiqué justement avec l'élévation des marqueurs cardiaques et aussi à l'imagerie, soit par la coronarographie ou par un écho. C'est très rare encore, mais plus souvent associé aux femmes. 90% des femmes ménopausées, mais ça peut survenir entre l'âge de 58 et 75 ans. Puis, le taux de mortalité là, est plus faible chez les femmes par rapport aux hommes, là, mais c'est souvent parce qu'il y a des causes secondaires qui peuvent être associées. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement. Il y a d'autres pathologies comme la maladie des petits vaisseaux. Alors, même si on ne voit pas de lésions obstructives dans les gros vaisseaux, les petits vaisseaux du cœur, eux, peuvent être malades. C'est vraiment des tests spécifiques qui peuvent détecter cette maladie-là, mais ça peut causer également des symptômes sans nécessairement que ce soit diagnostiqué parce que ce n'est pas tous les hôpitaux non plus qui ont l'expertise pour détecter cette maladie-là. Pour ce qui est ça, j'ai mis quelques études, je ne rentrerai pas en détail par souci de temps, mais c'est des études qui ont démontré dans la littérature que quand les femmes avaient de la maladie coronarienne versus les hommes, il y en avait moins qui recevaient des tests là, pour diagnostiquer, donc moins de CG, moins de coronarographie. Le traitement médical également était moindre, puis il y avait moins de revascularisation, que ce soit chirurgicale ou par des stents. Donc, ceci résulte en 2 fois plus de mortalité chez les femmes et de plus de complications également et plus de récidives de symptômes. Ça, c'est une autre étude aussi qui démontre chez les plus jeunes patients également que ces patients-là, les femmes avaient plus tendance de recevoir des traitements qui étaient conservateurs, moins de traitements médicaux, moins de traitements qui étaient invasifs également, puis un délai dans la reconnaissance et le diagnostic de ces patientes-là. Puis ça, c'est un registre canadien également qui démontre l'utilisation moindre de médicaments, de tests et des moins bons résultats cliniques également en termes de mortalité qui peut aller jusqu'à 1 an. Donc, par rapport à mon domaine qui est la chirurgie, je vais passer brièvement également, mais il y a de moins bons résultats cliniques entre les hommes et les femmes en termes de revascularisation coronarienne, ce qui veut dire les pontages, les remplacements de valves, les remplacements de l'aorte pour des anévrismes ou de la maladie vasculaire périphérique, souvent causée par un retard de diagnostic, une présentation tardive, une anatomie qui est sous-optimale pour nous, des femmes qui ont des plus petits vaisseaux. Au début, quand je vous disais que lorsqu'il y a une anatomie, quand le cœur est en santé, il n'y a pas de problème, mais lorsque le cœur commence à développer une pathologie, bien souvent, c'est plus difficile de coudre dans des petits vaisseaux. Les vaisseaux sont de moins bonne qualité. Souvent, les femmes ont moins de pontage que les hommes globalement, de par des considérations aussi qui sont anatomiques. Même chose pour les valves avec des petits anneaux aortiques ou autres. Les traitements peuvent être sous-optimaux. Il y a plus de traitements conservateurs, moins agressifs et de moins bons résultats cliniques suivant la chirurgie. Et souvent, les femmes ont moins tendance à participer à des programmes de réadaptation parce qu'elles ont d'autres occupations également, moins tendance à participer à des projets de recherche clinique. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on extrapole des données qui sont majoritairement trouvées là, ou étudiées chez les hommes à des femmes, donc ce qui résulte en des résultats qui sont moins bons par la suite. Donc, ça, vraiment, en chirurgie, qu'est-ce qui est un prédicteur indépendant de mortalité? C'est une femme et ça se manifeste que ce soit dans des pontages, dans la chirurgie aortique ou dans la chirurgie valvulaire également. Donc, en conclusion, l'évolution sociologique des femmes au 21e siècle est parallèle à une augmentation de l'incidence de la maladie cardiovasculaire depuis les 30 dernières années. Les femmes ont des facteurs de risque, des présentations cliniques et des pronostics propres à elles qui sont méconnus et non étudiés à ce jour. Il est urgent d'investir temps et énergie dans la recherche au féminin pour justement pour offrir une médecine qui est personnalisée en santé cardiovasculaire. Puis, il y a une grande importance d'une campagne de reconnaissance et d'éducation sur la maladie cardiovasculaire chez la femme au Québec, dont ce que Cœur et AVC font. C'est important de participer à des symposiums, des conférences, des webinaires et d'avoir des centres d'expertise dédiés en santé cardiovasculaire des femmes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Forcillo, pour votre présentation vraiment éclairante. C'est vraiment important de reconnaître et de connaître, là, comme vous dites, les facteurs de risque spécifiques aux femmes, traditionnels, puis ceux qui sont moins connus, puis de vraiment comprendre là,
les différences entre les hommes et les femmes au niveau des différentes conditions, puis là où les femmes sont plus à risque. Donc, merci d'avoir partagé là, toutes ces informations-là, vraiment éclairant. J'aimerais maintenant vous introduire à notre deuxième conférencière. Donc, j'inviterai Mme Louise, Dr. Louise Pilote à se joindre. Je crois qu'elle est déjà là. Bonjour, Louise. Dr. Pilote, elle est professeure de médecine à l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche James McGill. Elle est spécialisée en médecine interne générale, spécialiste en épidémiologie cardiovasculaire, et puis elle est reconnue à l'échelle internationale pour ses études sur l'influence du sexe et du genre sur la santé cardiovasculaire. Donc, bienvenue, Dr. Pilote, et puis je vous laisse aller avec votre présentation. Merci. Bienvenue à tous et je remercie Cœur AVC d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité. Il va y avoir quand même un petit peu de répétition avec ce que Jessica a démontré, mais quand même, à la fin de toute cette rencontre-là, on va bien comprendre ce qui se passe. Donc, mes objectifs sont d'identifier les facteurs biologiques et psychosociaux qui affectent la maladie cardiaque chez la femme, identifier les facteurs de risque qui sont propres aux femmes et apprendre sur les pathologies propres aux femmes également, et apprécier l'effet du genre sur les conséquences d'un infarctus du myocarde. Et finalement, vous sensibiliser au fait qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les projets de recherche, donc on a moins d'informations qu'on aimerait sur la maladie cardiovasculaire chez la femme. Parlons juste un peu d'épidémiologie et prognostic. On a fait quand même des bonnes avancées au cours des 20 dernières années, ce qui fait que la chance de mourir d'une maladie cardiovasculaire a diminué dans le temps, avec certains délais chez les femmes comparés aux hommes. Mais il y a quand même eu des progrès. Au niveau de l'infarctus du myocarde chez les jeunes personnes, par contre, on voit qu'il y a une tendance à la hausse. Donc, le taux d'infarctus chez les hommes augmente chez les jeunes personnes et augmente encore plus chez les jeunes femmes. Donc, il y a une certaine tendance qui est inquiétante et il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Si on regarde les facteurs de risque, pour obtenir un cœur en santé, il y a une balance entre les facteurs de risque biologiques et aussi les facteurs de risque psychosociaux qu'on appelle les facteurs de risque qui sont reliés au genre. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque traditionnels, hypertension, tabagisme, obésité, diabète, dyslipidémie, il semble y avoir une tendance plus grande à affecter les hommes que les femmes, mais comme on a dit précédemment, quand une femme a ces risques-là, l'effet est plus grand. On va en parler un petit peu plus tard chez la femme que chez les hommes. Et puis, il y a les facteurs de risque qui sont plus non traditionnels et on va focuser sur les facteurs du genre qui ont attrait au rôle de la personne, la relation que la personne a, son identité et les institutions qui attribuent aux hommes et aux femmes des privilèges ou des bénéfices qui sont différents si une personne est un homme ou une femme dans notre société qui finalement aussi arrive à avoir une imbalance, si vous voulez, au niveau de la santé cardiaque. Donc, juste pour revoir un petit peu quelles sont les différences entre les hommes et les femmes et puis aussi quel est l'impact des facteurs de risque traditionnels et quels sont les nouveaux facteurs. Donc, au niveau des facteurs traditionnels, il faut voir qu'au niveau, quand la femme a la ménopause, c'est pas tant la ménopause, mais avec l'âge, on voit que le taux de cholestérol augmente dans le sang. Et puis, en fait, les femmes, quand ils sont traités pour le cholestérol, ont tendance à moins atteindre les niveaux qu'on voudrait qu'ils atteignent au niveau de leur cholestérol. Pour ce qui est de l'hypertension, c'est un facteur de risque qui est très prévalent dans la population, mais le contrôle est moindre chez les femmes que chez les hommes. Le diabète, comme ça a été dit, confère un plus haut risque de maladie cardiaque chez les femmes que chez les hommes, et il en est vrai aussi pour le tabagisme. L'obésité aussi est un facteur de risque plus fort pour la femme que chez les hommes pour la maladie cardiovasculaire et l'inactivité aussi. Il y a des facteurs de risque qu'on découvre avec la recherche, comme les maladies auto-immunes qui sont plus fréquentes chez la femme que chez les hommes, offrent un risque très accru de maladies cardiovasculaires. Pendant la grossesse, s'il y a des problèmes avec le diabète et aussi l'hypertension,
maintenant, de plus en plus, on reconnaît que ce sont des facteurs de risque très importants pour la maladie cardiovasculaire, ainsi qu'une ménopause qui se passe plus tôt. On a fait une étude où est-ce qu'on a une cohorte de 1500 patients qui ont subi un infarctus du myocarde au Canada. Puis quand on regarde, c'était des personnes âgées de 55 ans et moins. Et puis quand on regarde en rouge ici, on voit que les femmes qui se présentent avec un infarctus ont plus de facteurs de risque traditionnels comme l'hypertension, le tabagisme, l'obésité. Donc, il faut vraiment être conscient que ces facteurs de risque-là, en fait, augmentent le risque, puis spécialement quand il y en a plus que 2 ou 3, mais quand il y en a 4 ou 5, ça augmente vraiment le risque de la maladie cardiaque chez la femme. Donc, juste pour dire un petit peu, répéter que si une personne fume, une femme fume, elle est à un risque relatif beaucoup plus élevé qu'un homme, spécialement chez les jeunes personnes, d'avoir un infarctus. Donc, le tabagisme est un facteur de risque très important, tout comme le diabète. Quand on regarde une femme qui a un diabète est 3 fois plus à risque d'avoir un infarctus comparé à une femme qui n'a pas de diabète, alors qu'un homme, le risque est à peu près 2 fois plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les facteurs de risque sont plus, qu'on connaît déjà, sont plus puissants, si vous voulez, chez les femmes que chez les hommes. Et pour ce qui est de la prééclampsie, qui est l'hypertension pendant la grossesse, c'est un facteur de risque qui a un effet qui double, si vous voulez, le risque de maladie cardiovasculaire, qui est aussi important que le tabagisme, l'hypertension et le haut taux de cholestérol. Donc, pourquoi, juste pour dire, quand on regarde les facteurs de risque qui sont spécifiques à la femme, pourquoi ça augmente le risque? Ici, ça vous montre un petit peu la pathologie, c'est que pendant la grossesse, dans l'utérus, les vaisseaux se transforment pour augmenter l'apport sanguin au placenta. Mais quand il y a une prééclampsie, cette différence-là, si vous voulez, ce changement-là au niveau des vaisseaux dans l'utérus ne se passe pas. Puis, il y a une dysfonction du vaisseau sanguin qui se produit. Ça s'appelle la dysfonction endothéliale. Et puis, on se demande si cette dysfonction-là persiste dans le temps ou bien c'est juste le fait que c'est d'autres facteurs de risque qui sont communs à la prééclampsie, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension avant la grossesse, qui persistent et qui augmentent le risque. Donc, est-ce que c'est une question de pathologie qui commence au niveau au moment de la prééclampsie, ou bien c'est les facteurs de risque communs ou de conditions qui persistent? Ce qui fait que c'est quand même un problème spécifique à la femme qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire, tout comme la ménopause, mais la ménopause elle-même, en tant que telle, c'est pas un facteur de risque, mais c'est que si pendant la ménopause, l'activité physique diminue, l'obésité augmente, ce qui porte à une résistance à l'insuline, ce qui fait que l'hypertension augmente, alors à ce moment-là, ça devient un facteur de risque. Donc, au moment de la ménopause, il faut vraiment surveiller ces facteurs de risque-là, puis vraiment essayer de les contrôler parce que ça va augmenter le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, on parlait de pathologies qui possiblement commencent au moment de la prééclampsie, mais aussi au moment de la ménopause. Et puis, on en a parlé un petit peu antécédemment dans la présentation antécédente, mais c'est vraiment une pathologie qui s'appelle la dysfonction microvasculaire qui, finalement, en regardant les différences entre les hommes et les femmes et en poussant plus cette recherche-là, c'est qu'on a vu que finalement, on a une artère normale, on avait une belle diapo là-dessus avant. Et puis, avec les facteurs de risque, il commence à y avoir une dysfonction microvasculaire qui s'opère chez la femme plus que chez les hommes, mais chez les deux sexes. C'est une pathologie qui devient de plus en plus reconnue et puis qui cause finalement des symptômes cardiaques, mais sans pouvoir voir d'obstruction quand il y a une angiographie qui est faite. Donc, il faut vraiment reconnaître cette pathologie-là qui est spécifique à la femme parce que si on regarde le taux de réhospitalisation chez les femmes qui ont finalement des symptômes sans avoir d'obstruction, c'est pas bénin. Donc, c'est un phénomène qui a été découvert justement en essayant de comprendre les différences puis en voyant que finalement, il y a une pathologie qui est typique chez la femme, plus fréquente chez la femme que chez les hommes. Et puis, il faut continuer à essayer d'investiguer. Puis, ça peut expliquer aussi pourquoi les symptômes parfois sont
pas si typiques chez la femme que chez les hommes. Donc, on va parler pour la dernière section sur le sexe et le genre. Ces mots-là sont souvent utilisés de manière inconsistante dans la littérature scientifique et la presse populaire. Le sexe, c'est vraiment les différences au niveau biologique. La grosseur des vaisseaux, la grosseur des organes, les facteurs génétiques, l'immunité. Alors que le genre, c'est les facteurs qui sont reliés au rôle de la personne dans la société, les relations, qu'est-ce qu'on s'attend de la personne au niveau des institutions. Et puis, c'est des facteurs psychosociaux qui interagissent avec les facteurs biologiques pour augmenter le risque de la maladie cardiovasculaire. Donc, juste pour revoir encore, il y a une relation entre tous ces facteurs-là qui fait qu'on augmente le risque de maladie cardiovasculaire, et souvent au dépend de la femme. Par exemple, qui est la personne qui prend soin des enfants, prend soin des personnes âgées, qui prend soin que la responsabilité de la maison, et puis tout ça. Tous ces facteurs-là font que les femmes ont tendance à moins prendre soin d'elles que les hommes. Mais ces facteurs-là, finalement, ces rôles-là changent dans la société indépendamment du sexe de la personne. Donc, nous, on a regardé, juste en fait, avant de regarder nos résultats, c'est que pour vous faire mieux comprendre, il y a un médicament qui s'appelait Fen-Phen. C'est un médicament qui diminuait l'appétit et qui menait à une perte de poids. Puis on a vu qu'il y avait une augmentation des maladies vasculaires, valvulaires du cœur, plus chez la femme que chez l'homme. Mais ce n'était pas parce que c'était un problème biologique, mais c'est qu'il y avait plus de femmes à cause des attentes de la société qui prenaient ces médicaments-là pour perdre du poids. Donc, c'était relié au genre de la personne, les attentes psychosociales qui sont reliées au sexe de la personne, mais qui sont un facteur de genre. Tandis que il y a d'autres médicaments qui ont été retirés du marché à cause de différences biologiques entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ont une différence au niveau de leur électrocardiogramme, et ces médicaments-là augmentaient un des segments dans l'électrocardiogramme et menaient à des arythmies fatales qui étaient plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, mais ici, c'était un problème biologique. Donc, de plus en plus, on s'attarde à comprendre les facteurs qui sont reliés au genre et les facteurs qui sont reliés à la biologie pour comprendre pourquoi il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, nous, on a construit un espèce d'index en prenant toutes les variables, comme je vous ai dit, les relations, les rôles, les facteurs institutionnels, les différences au niveau des salaires, par exemple, les différences au niveau du travail, les rôles dans les relations entre les personnes. Et puis, on a vu que si on prend, mettons, un index de 0 à 100, avec 100 les caractéristiques qui sont plus attribuées aux femmes dans notre société, mais ça peut être des hommes qui ont ces caractéristiques-là, comparé aux caractéristiques masculines, si vous voulez, de genre. Donc, on a vu dans notre cohorte de 1500 patients qu'il y a quand même une étendue de ces facteurs-là. Le genre n'est pas 0 ou 100 pour un homme ou une femme, mais il y a quand même des rôles et des relations qui caractérisent les hommes et les femmes de façon continue. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est le sexe ou le genre qui augmente le risque d'événements après une première crise de cœur? Donc, si on prend cet index-là de genre, puis on regarde le genre qui est plus traditionnellement attribué à une femme, on voit que le risque est augmenté, que ce soit un homme et une femme. Et puis, si on regarde ça au niveau si on regarde les hommes et les femmes séparément pour le risque d'avoir un autre infarctus après un premier, on voit que si on sépare les hommes et les femmes au niveau de leur sexe attribué à la naissance, on voit qu'il n'y a pas de différence. Mais si on regarde l'index de genre, on voit que les personnes, indépendamment du sexe de la personne, qui ont des tendances à avoir des caractéristiques qui sont plus féminines dans notre société, leur risque augmente. Donc, juste pour conclure, qu'il faut considérer, quand on veut comprendre le risque chez la femme, qu'il y a des facteurs biologiques, oui, mais il y a des facteurs psychosociaux qui affectent la maladie cardiaque qu'il faut essayer de contrer. Et ces facteurs-là, on se retrouve souvent chez les personnes qui sont plus démunies, les groupes ethniques, nos indigènes dans notre société aussi, nos groupes autochtones, je devrais dire, qui ont plus tendance à avoir des facteurs de genre qui les mettent à risque d'avoir des maladies cardiaques, et plus chez la femme que chez l'homme. Donc, il faut commencer à considérer ça.
dans notre recherche et aussi dans nos interventions. Juste pour conclure, c'est que le problème qu'on a présentement, c'est que la participation des femmes dans les essais cliniques n'est pas idéale et beaucoup de la recherche qu'on publie et puis on conclut, c'est de la recherche qui se fait principalement chez les hommes. Par exemple, dans les essais cliniques, si on regarde la proportion de patients enrôlés dans les essais cliniques qui sont des femmes, c'est souvent autour de 25 30 Donc, il faut savoir d'abord pourquoi ça se produit comme ça et de plus en plus, il faut avoir de l'information autant chez les femmes que chez les hommes pour conclure de façon précise que les médicaments et puis les investigations et les interventions sont aussi bénéfiques chez les hommes que chez les femmes. Donc, souvent, c'est des facteurs de genre qui empêchent les femmes d'avoir accès aux essais cliniques ou de s'enrôler dans les essais cliniques parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc, il faut essayer d'investiguer comment on peut augmenter, faciliter la chance pour les femmes de faire partie des essais cliniques. Donc, on travaille là-dessus de façon intense en changeant les protocoles, en changeant comment les heures à laquelle on peut demander de l'information aux femmes. Il y a aussi de plus en plus des choses sur l'Internet. On peut faire la collecte des données de façon différente qui ne demande pas que les femmes prennent le temps en dehors de leurs priorités pour faire partie des projets de recherche. Donc, juste pour conclure, pour atteindre l'équité, il faut diminuer les facteurs de risque comme l'hypertension qui ont un plus grand impact sur le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes que chez les hommes. Et puis ça demande éducation, ça demande changement de mode de vie. C'est très difficile, mais il faut réaliser que le risque est très important. Il faut se pencher sur les facteurs du genre, les facteurs psychosociaux comme la pauvreté, le statut d'immigration qui touchent un plus grand nombre de femmes que d'hommes et qui ont un impact sur la maladie cardiovasculaire. Ça demande des politiques sociétales ça demande des façons dans la communauté d'aider les femmes avec ces problèmes psychosociaux-là parce que ça affecte leur maladie cardiovasculaire. C'est pas facile. Il faut reconnaître les facteurs de risque qui sont spécifiques pour la femme, comme la prééclampsie, et utiliser ce moment de la vie d'une femme pour contrôler les autres facteurs de risque. C'est vrai autour de la ménopause aussi. C'est des moments de la vie d'une femme qui sont comme critiques, où est-ce qu'avoir une intervention peut diminuer les facteurs de risque, peut avoir un grand effet sur la santé du cœur, mais aussi sur la santé du cerveau chez la femme. Il faut s'attaquer aux nouvelles pathologies, la dysfonction microvasculaire, qui sont plus spécifiques à la femme que chez les hommes, et on n'a pas encore de traitement spécifique pour cette pathologie-là. Et finalement, il faut augmenter la représentation des hommes, des minorités ethniques et défavorisées dans la recherche pour qu'on puisse avoir des conclusions qui sont plus appropriées et plus susceptibles d'avoir un effet sur les femmes. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Pilote. C'était fort intéressant pour votre présentation. Je pense qu'on comprend bien l'importance de prévenir, détecter, puis aider les femmes à gérer leurs facteurs de risque parce que ça se multiplie puis ça les met plus à risque. Puis aussi, merci pour l'information vraiment éclairante aussi au niveau de l'impact des facteurs liés au genre, finalement, sur les risques au niveau des maladies cardiovasculaires pour les femmes. Donc, on passe maintenant à notre troisième conférencière. Donc, j'aimerais vous introduire ou vous présenter Mme Suzy Rochefort. Suzy, elle a 59 ans, puis elle est mariée depuis 37 ans. Suzy a survécu à une crise cardiaque en 2011, alors qu'elle avait 48 ans. Elle est mère de 2 filles et je pense qu'elle croque à pleines dents dans la vie. Elle veut absolument tout essayer. Donc, on est vraiment chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'elle va nous partager son expérience vécue, expérience qui, dont malheureusement trop de femmes au pays vivent. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Suzy Rochefort. Est-ce que le son est bon? Je ne m'entends pas. Oui, c'est parfait. On vous entend bien, puis oui, on vous voit bien. Oui. OK, parfait. Merci. Moi, je voulais faire mon témoignage pour sensibiliser les gens, pas juste les femmes, mais les gens à l'infarctus, aux maladies du cœur pour les femmes, parce que même les médecins, j'ai déjà eu
une personne à l'urgence qui me disait « Ah, tu as déjà fait un infarctus, tu es trop jeune, ça se peut pas, tu es une femme. » Puis, alors, c'est pour ça que je voulais faire un petit témoignage comme ça pour partager mon expérience, que moi aussi, j'ai fait un infarctus. Je ne pensais pas que c'était possible non plus. Puis, j'y croyais pas non plus. J'avais des douleurs à l'estomac. Mon médecin me médicamentait pour des maux d'estomac. Elle me disait de relaxer. La pression était un peu haute, mais ça pouvait être la pression ils disent, quand on va chez le médecin, ça fait augmenter notre pression dans le bureau du médecin. Mais je disais que j'avais aussi régulièrement un point au cœur. Mais elle me disait que c'était pas inquiétant parce que j'avais pas d'antécédents. Dans ma famille, j'avais un oncle qui était décédé d'une crise cardiaque. C'était le frère de ma mère. Elle me disait c'est pas assez d'antécédents pour qu'on soit inquiète pour ça. Puis que je suis une femme, j'étais trop jeune. Fait que mes douleurs à la poitrine sont devenues fréquentes. J'étais essoufflée. Mais je me disais, je suis stressée, comme qu'on expliquait tantôt les médecins, une femme au travail, je travaille 40 heures, je m'occupe de la famille, les enfants, les animaux, là, parce que j'aime les animaux. Je pense que ça se paraît avec mes photos. Mais c'est ça, on se passe toujours en dernier. Je me disais, j'ai un petit surplus de poids, ça doit être pour ça. Puis je passais au travers de ça. Je passais des prises de sang, mon cholestérol était beau. Il n'y avait pas rien d'inquiétant, mais j'avais toujours cette douleur-là qui persistait là, à la poitrine. Il faut vraiment s'écouter parce que on s'occupe du souper, on s'occupe du ménage, mais les rendez-vous de médecin des enfants, mais pour nous autres, j'ai pas le temps, plus tard, on remet toujours ça. Ce qui fait que le 25 décembre, oui, c'était Noël, en 2011, j'étais dans la maison familiale avec toute ma belle famille que j'adore, puis on était à la préparation du souper. C'est bizarre, je faisais une salade. Habituellement, une salade, c'est bon pour la santé. Mais là, ça n'a pas été bon pour moi. J'ai eu des douleurs, j'ai eu des chaleurs. Je pensais exactement que c'était la ménopause, avoir des sueurs, des chaleurs. Puis, j'ai perdu conscience. J'ai eu des nausées. Mais je ne savais pas la gravité de mon état, là. Tout le monde voulait que j'aille à l'hôpital. Je me disais, ben non, c'est pas grave, ça va passer. On mange beaucoup dans le temps des fêtes, on se couche à des heures tardives. Je me trouvais des excuses là, pour... là, je disais, je ne veux pas déranger personne. Puis, il me disait tout, vas-y donc à l'hôpital, t'as rien. On va être, si t'as pas rien, c'est-à-dire, au moins, on va être rassurés. Fait que j'ai ma nièce qui a insisté pour que j'y aille. Puis, dans le fond, elle m'a sauvé la vie. Fait que je voudrais dire merci à Karine en passant, ma belle-fille. Fait que les signes, ça peut varier d'une personne à l'autre, les signes cardiaques, mais moi, j'avais une douleur vive, j'avais l'inconfort, j'avais des sueurs. J'ai pas eu d'engourdissement de la mâchoire ou du bras. J'étais étourdie, j'avais des essoufflements. Mais si on a ces symptômes-là, allez consulter. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein, ou on fait le 911. Puis, parce qu'à l'hôpital, quand je suis arrivée à l'urgence, j'ai été transférée immédiatement à l'Institut de cardiologie. Étant donné mon état, j'étais dans un état que j'avais peine à respirer. Puis j'étais semi-consciente parce qu'il y a beaucoup de bouts que je ne me souviens pas. J'étais arrivée en ambulance, j'ai vu vaguement l'hôpital quand je suis arrivée. J'ai eu une prise de conscience quand on m'a mis sur la table d'opération. Parce que dans stainless, c'est froid, alors j'ai eu une prise de conscience. À ce moment-là, le cardiologue m'expliquait qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce qu'il allait faire. Il allait me passer par l'artère. Pour moi, ils en passent par le poignet. Ils peuvent passer par le bas de la hanche. Je ne sais pas exactement où, là, mais
Ils ont passé par le poignet pour aller dans mon artère, aller débloquer, passer un genre de ballon. Je n'ai pas les termes médicaux, je m'excuse, c'est dans mes mots. J'avais une artère de bloquée à 90%. Alors, si je ne serais pas allée, là, je ne serais plus là aujourd'hui pour vous parler de ça. Fait que depuis ce temps-là, moi, je profite de la vie parce que j'ai comme eu une deuxième chance de continuer. Mon diagnostic a été qu'ils m'ont installé un stand médicamenté. C'est un genre de petit, j'appelle ça un petit ressort là, qui fait que l'artère reste ouverte et qui a fait passer si d'autres caillots venaient à se former. Fait que je veux que les femmes qui vivent des symptômes similaires à ça, là, qui n'hésitent pas à aller consulter. Parce que même mon médecin ne me croyait pas quand je donnais mes symptômes. Fait que, là, je vois la vie pas de la même manière. Je vis vraiment au jour le jour. J'ai diminué mes heures de travail. Je travaille maintenant 4 jours de semaine au lieu de 5. Je me suis acheté un chien qui me motive à aller marcher, à faire de l'exercice tous les jours. J'ai découvert le yoga, que c'est pas seulement de la méditation, mais ça fait relaxer, ça fait bouger tous les membres du corps. Fait que 11 ans plus tard, je me sens privilégiée d'avoir eu la chance de continuer. Que j'aimerais ça dire merci au personnel médical et à mon cardiologue là, qui m'a vraiment fait du bien. Fait que les madames, prenez soin de vous. Puis, croyez pas les gens qui vous disent « T'es trop jeune, t'es une femme, t'as pas d'antécédents, t'as des symptômes, mais ça peut être le stress. On passe beaucoup de choses sur le stress. » Fait qu'en conclusion, j'aimerais ça vous dire de prendre soin de vous, puis profiter de la vie. Merci de m'avoir écouté. Merci, Suzy. Merci, un grand merci pour votre témoignage. On peut voir vraiment à quel point là, vous avez fait preuve de force et de résilience à travers tout ça. Puis donc, bravo pour votre détermination à toute épreuve, puis votre courage là, à travers l'adversité, puis la maladie. Donc, j'aimerais peut-être remercier, j'aimerais remercier nos 3 conférencières pour leur présentation. On est rendu à la période de questions. Donc, je vais peut-être inviter juste nos 3 conférencières à revenir à l'écran avec moi. Puis, j'ai des questions pour chacune d'entre vous. Suzy, juste parce que vous venez juste en discuter, mais je me demandais si, vous en avez parlé un peu, mais si vous auriez ça serait quoi vos recommandations pour les femmes qui consultent justement pour des symptômes? Là, ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal au niveau de leur cœur ou leur cerveau, puis elles ne se sentent pas écoutées. Donc, ce serait quoi vos conseils pour ces femmes-là qui ne sentent pas comme qui ne sentent pas que leur médecin ou le professionnel de santé les prennent au sérieux? Moi, je leur dirais d'insister. C'est notre santé, c'est notre corps, c'est nous autres qui sait comment on se sent. Vraiment insister auprès du médecin, puis lui demander à passer des examens, des tests, juste pour me rassurer. À ce moment-là, souvent les médecins disent « Ah, OK, on va les passer, des tests, juste pour te rassurer. » Mais insister vraiment, là, parce qu'il y a vraiment... Je suis retournée à l'urgence à un moment donné, puis comme je disais à l'accueil, elle m'a dit « Voyons, vous avez déjà fait un infarctus, ça se peut pas. » Fait que même le personnel dans les hôpitaux ne sont pas sensibilisés à ça qu'une femme peut faire un infarctus. Ce n'est pas juste les hommes bedonnants, comme on dit, là. Insister vraiment auprès du médecin, c'est ça le conseil que je peux donner. Merci. Prenez soin, le temps de vous écouter aussi. Là. Mm-hmm. Merci, Suzy. Puis, je vais faire aussi un lien avec Suzy à une partie de votre histoire, mais vous parlez de l'effet du stress au quotidien. Donc, j'ai peut-être une question pour Dr. Pilote, mais est-ce que une des questions qui a été soumise, est-ce que le fait d'avoir une crise cardiaque ou un événement cardiaque pourrait être lié au stress de la vie quotidienne, comme le travail, la gestion de la maison, les tâches quotidiennes? Vous avez parlé un peu de l'effet ou l'impact des facteurs liés au genre. Donc, est-ce que le fait de juste ce stress-là au quotidien peut avoir un impact sur l'événement cardiaque? Je veux dire, premièrement, que dans l'étude qu'on a faite, qui a ciblé justement les personnes qui ont fait un événement cardiaque à l'âge de 55 ans au moins,
Notre idée, c'était de voir s'il y avait des facteurs génétiques ou des facteurs, des marqueurs inconnus qu'on ne connaissait pas encore parce qu'on disait que cette population-là doit être protégée, surtout les femmes, à cause des hormones. Mais on a trouvé que la majorité, comme je vous ai montré, là, avait des facteurs de risque. Il y en avait très peu là, qui n'avaient aucun facteur de risque. Dans notre étude sur le genre, quand on a vu que ça augmentait le risque de récidive, puis on a essayé d'expliquer pourquoi le genre, les facteurs psychosociaux augmentent un risque de maladie cardiaque, il doit y avoir un lien biologique. On a vu qu'en fait, le stress expliquait en partie l'augmentation du risque. Vous savez, quand on a un stress, le niveau de cortisol dans le sang augmente. C'est comme si on prenait de la prénisone. D'ailleurs, on a trouvé dans notre cohorte que le niveau de cortisol était très, très élevé. Et puis, il peut y avoir un effet sur les vaisseaux sanguins, la microvasculature et puis aussi les artères coronariennes. Donc, je pense que ça se peut, mais c'est très rare de ne pas avoir d'explication. Comme les facteurs de genre aussi, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que ça augmente les facteurs de risque traditionnels aussi. Et si les personnes ont des rôles et des relations qui les mettent, qui ont plus de difficultés à prendre soin d'eux, ou accéder aux soins médicaux, ou accéder au système de santé, on a vu que ça augmentait aussi l'incidence d'hypertension, de diabète, de tabagisme. Donc, c'est par ce mécanisme-là, si vous voulez, que les effets du genre affectent la maladie cardiovasculaire en augmentant les facteurs de risque qu'on connaît. Donc, en fait, tout est relié. Parfait, merci, Mme Pilote. Est-ce que, Dr. Forcillo, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la question? Je pense que ça a été bien dit. Le stress, c'est ça justement, là, comme on disait, l'augmentation du cortisol, on est plus inflammatoire, on a de la glycémie plus élevée, le cholestérol plus élevé, donc ça peut engendrer des complications si on veut. Puis aussi, les femmes qui sont stressées, ben, peut-être ça donne moins à des moins bonnes habitudes de vie également. Là. Stressé, moins d'activité physique, on mange moins bien, ça fait qu'on s'attarde moins à des saines habitudes. Là. Donc, il y a tout un ensemble d'interactions entre les facteurs de risque, là, puis on le voyait bien avec Dr. Pilote, là, votre présentation de la multiplicité, dans le fond, des facteurs qui augmentent encore plus les risques. Dr. Forcillo, j'ai peut-être une question pour vous. Une des questions qui a été soumise, c'est pourquoi que les femmes ont-elles de moins bons résultats que les hommes après une crise cardiaque? Il peut y avoir plusieurs facteurs. Je sais que j'ai parlé vite, puis je suis allée très rapidement là, sur ce sujet-là. C'est sûr qu'on essaie de comprendre spécifiquement cette raison-là. Puis là, 2023, il y a un essai clinique qui va commencer post-pontage pour comprendre c'est quoi les différences entre les hommes et les femmes, puis pourquoi elles évoluent moins bien. Est-ce que c'est parce qu'elles sont diagnostiquées trop tardivement, elles se présentent trop tard, puis là, la fenêtre comme on avait pour le traitement est passée? Est-ce que c'était de par la non-reconnaissance des symptômes qui étaient différents? Est-ce que c'est le mécanisme de l'infarctus ou on a moins de connaissances sur comment traiter ce genre d'infarctus-là? Si ce n'est pas un blocage franc, c'est qu'on se dit, mais là, on ne donnera pas de médicaments contre le cholestérol parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des plaques. Donc, il y a beaucoup d'éducation au niveau des professionnels de la santé également pour comprendre comment traiter ces infarctus-là qui se manifestent de façon différente. Donc, le fait de ne pas les traiter de façon optimale, est-ce que c'est pour ça que ces femmes-là évoluent moins bien? Puis même quand c'est une présentation typique, tu sais, les femmes, on a des dépressions plus basses. Alors, parfois, on tolère moins bien les médicaments qui sont introduits tels que les hommes. Donc, on a moins de médicaments également introduits. Donc, on a un traitement qui n'est pas optimal non plus. Puis, comme je parlais, il y avait certaines considérations aussi techniques. Donc, si on s'en va vers un traitement qui est plus invasif, souvent, les femmes ont moins, ils n'ont pas la revascularisation qui est optimale de par des considérations anatomiques, dont des petits vaisseaux, par exemple. Moins de femmes participent au programme de réadaptation. La réadaptation contribue à la convalescence, à la récupération. Est-ce que ça peut être une des causes possibles? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses de façon concomitante là, qu'on ne connaît pas encore également? Là? Parfait. Merci, Dr. Forcillo. Peut-être aussi une autre question parce que vous l'avez mentionné, mais
ça serait quoi vos recommandations pour les professionnels de la santé pour mieux les sensibiliser là, aux maladies cardiovasculaires puis aux risques plus accrus chez les femmes? C'est clairement d'en parler. C'est important de parler aux patients pour qu'elles soient au courant, pour qu'elles puissent verbaliser et justement, comme Mme Rochefort l'a dit, insister pour soulever la question, pour soulever des interrogations par rapport au médecin. Est-ce que je fais une maladie cardiaque? Est-ce que vous avez éliminé les causes, les risques? Mais c'est aussi de faire des activités éducatives. Dr. Pilote contribue à ça également, là, aux divers professionnels de santé, s'inscrire à des congrès, faire des conférences, faire des symposiums et de continuer à en parler. Là. C'est sûr aussi dans les programmes universitaires, là, la cardiologie, la maladie cardiovasculaire au féminin là, est une surspécialité maintenant. C'est qu'il y a de plus en plus de médecins aussi qui vont être formés au sein de ça. Parfait, merci, Dr. Forcillo. Dr. Pilote, j'avais peut-être une question aussi pour vous qui est soumise ici, mais vous avez parlé des essais cliniques puis la sous-représentation des femmes. Est-ce qu'on remarque des améliorations au cours des 3, 4, 5 dernières années? Puis ça serait quoi aussi vos recommandations pour inciter les femmes à participer au projet de recherche? OK. D'abord, oui, il y a eu des améliorations. Il y a des instituts de recherche en santé du Canada et puis aussi des instituts nationaux de santé, là, le NIH aux États-Unis, exigent que les projets de recherche s'attardent au sexe et puis expliquent aussi si les facteurs de genre vont être examinés dans les projets de recherche. Je pense que ça a mené à des améliorations, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis, on a aussi, récemment, on a eu une grande subvention pan-canadienne pour les essais cliniques qui s'appelle Accélérer les essais cliniques, AEC. Et puis, notre but est vraiment qu'on appelle démocratiser, si vous voulez, les essais cliniques et faire en sorte qu'on enrôle dans les études de plus de personnes possibles, incluant les femmes, incluant les personnes qui sont plus vulnérables au niveau socio-économique, incluant des personnes qui viennent de régions éloignées, pour qu'on puisse avoir de l'information justement sur ces sous-groupes-là qui sont traditionnellement moins représentés dans les essais cliniques. Donc, qu'est-ce que les femmes doivent faire? C'est sûr que lorsqu'une opportunité se présente pour faire partie d'un essai clinique, bien, de prendre l'opportunité, mais aussi d'interagir avec le personnel de recherche pour dire, voyez-vous, moi, venir une fois par mois à l'hôpital pour que vous me fassiez remplir un questionnaire ou passer un test, c'est pas possible pour moi. C'est une façon différente de faire les choses. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser le personnel de recherche à votre réalité, à vous. Vous voulez participer, mais c'est pas possible pour des raisons de genre, des facteurs de genre. Donc, c'est ce que je conseillerais, là, mais il y a vraiment des efforts qui sont faits pour avoir de plus en plus d'informations parce qu'on cherche à avoir une médecine de précision. Il faut dire que les avancées, je veux juste clarifier là, que les avancées de recherche, en général, s'appliquent aux deux sexes. Là. Faut pas ça. Mais si on veut être mais ça s'applique de façon en moyenne. Mais si on veut être de plus en plus précis, puis vraiment avoir des interventions, des médicaments qui sont vraiment plus précises pour la réalité de la personne, ben, il faut qu'on ait les personnes dans les études. Donc, on améliore la situation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Merci, Dr. Pilote. C'est déjà la fin de notre webinaire. Donc, je voulais remercier toutes ceux et celles qui ont soumis des questions dans la foire aux questions. Je vous invite à visiter notre site web pour un ensemble de ressources liées aux maladies du cœur et de l'AVC, puis aussi à les besoins et les risques au niveau des femmes. Vous avez probablement vu, on a notre rapport du mois du cœur, qui porte sur les inégalités auxquelles les femmes font face en matière de santé cardiaque et cérébrale, puis des lacunes au niveau du système de santé.
Vous trouverez aussi les prochaines activités à l'intention des professionnels de la santé sur notre page pour les professionnels de la santé, pardon. Donc, merci. Je prends le temps là, vraiment de remercier à tous et à toutes pour vous être joints avec nous aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier du fond du cœur Dr. Forcillo, Dr. Pilote, puis Suzy pour vos présentations, pour avoir partagé votre expérience, vos connaissances, votre expertise, puis pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée et du mois du cœur, puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. Merci.